vous allez bien et que je suis très bien audible, que vous m'entendez. Bonsoir, Monsieur Rudy. Bienvenue et merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Vous êtes là, Monsieur Rudy? Oui, je suis là. Bonsoir, vous me suivez? Oui, oui, on vous suit parfaitement. Oui. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer ce 13e numéro de Tulivia Talk, où nous allons parler de la connectivité en Afrique. Alors, pourquoi ce thème? Parce que nous voulons réfléchir sur des solutions qui vont nous permettre, en fait, de réfléchir à développer notre société. On dit toujours que la connectivité est un élément essentiel pour le développement d'une nation, d'une société ou d'un continent. Alors aujourd'hui, nous allons échanger justement sur ça pour voir comment nous pouvons participer au développement de ce que nous sommes en train de faire de notre société via la connectivité. On va définir c'est quoi d'abord la connectivité. On va continuer pour rentrer en profondeur avec des questions pour explorer les défis, les solutions ainsi que les perspectives pour que l'Afrique, qui traîne encore les pas derrière les autres continents, puisse se développer beaucoup plus vite et se doter justement des infrastructures nécessaires pour permettre justement ce développement-là numérique. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Rudy Kielo, qui est un acteur très important dans le numérique en Afrique. Avec lui, nous allons échanger justement sur cette thématique de la connectivité et tout. J'aurais à lui laisser la parole pendant un moment pour qu'il puisse bien nous expliquer un peu ce monde-là, parce qu'il est très expert dans ça. Et après, comme d'habitude, on va continuer avec notre série de questions et réponses. Et voilà comment va se dérouler un peu ce 13e numéro de Tulibet Talk. Mais avant tout, je tiens premièrement à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, s'il y en a. Je suis Claire Ngonga, cofondateur de l'entreprise Tulivia. Nous œuvrons dans le numérique, nous développons des logiciels, nous accompagnons aussi des entreprises avec des stratégies marketing digital. Voilà, c'est un peu ça que nous faisons. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je reçois M. Rudy. M. Rudy, pourriez-vous aussi vous présenter? Comme ça, on sait un peu qui est M. Rudy Kello. Alors, merci pour le flow. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Rudy Kielo. Je suis le fondateur et l'administrateur gérant de la société OD Group, qui est une start-up que nous avons euh, fondée en 2018 et que nous avons officiellement lancée en 2021. Donc, quand je dis fondée, ça veut dire que ça a été mis sur pied avec les différentes stratégies en 2018. Et on a commencé par l'enregistrer en Angleterre avec une stratégie qui était plus concentrée sur les fintech, vu que l'Angleterre, c'est un pays propice pour lancer les fintech. Et surtout que nous avons l'ambition d'avoir une néobanque d'ici 2025. Donc l'Angleterre, c'était plus propice pour nous, en fait. Mais après, vu que tous les business connaissent toujours des shifts en fonction des réalités de terrain, c'est comme ça que en 2021, on a beaucoup plus réfléchi. Quand je dis on, c'est-à-dire moi et mon cofondateur de l'époque, hein, quand on avait créé la société, on s'était dit qu'on devrait migrer vers autre chose. Et puis, je suis resté seul. Et c'est comme ça que de lancement de cette grande campagne, et d'ici, certainement, je veux dire d'ici début 2025, je pense qu'on aura vraiment mis sur pied toutes les patries en marche pour conquérir le Congo, entre guillemets. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur Rudy.
Et félicitations pour ce que vous faites. C'est un très bon parcours. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet, sans plus tarder. Alors, ma première question pour vous est, pourriez-vous nous parler d'abord de la connectivité et puis de la connectivité en Afrique, en milieu rural, parce que je tiens vraiment à rentrer directement dans ce sujet-là. Si vous pouvez nous donner un peu votre aperçu de la connectivité en Afrique. D'accord. Bon, lorsqu'on parle de la connectivité en Afrique, il faut faire intervenir plusieurs éléments, hein, parce que globalement, premièrement, le commun du mortel entend parler de connectivité, tout le monde se dit directement que c'est lié à Internet. Or, la connectivité, c'est essentiellement mettre en relation plusieurs utilisateurs qui ont des équipements, ça peut être des ordinateurs, des tablettes, tout ce qui est comme mobile, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est fixe, mobile, desktop, tout ce que vous voulez, les mettre en relation au travers des technologies de télématique essentiellement, hein. Quand je parle de télématique, je vois cette gestion de l'information qui est faite au travers des équipements physiques qui sont transformés via des processus intelligents. On a des routeurs qui s'ajoutent, on a tout ça. Et ça se fait aussi à distance. Donc, du coup, on est en train d'assurer la connectivité. Maintenant, lorsque l'on veut accéder à un certain type de contenu euh, qui est logé dans le World Wide Web, dans le 3W, c'est alors qu'on parle d'Internet. Mais tant qu'on ne fait pas ça et que nous sommes en train voilà, de partager des informations au sein d'un groupe ou de deux groupes qui peuvent être éloignés d'une petite distance ou pas, ou d'une grande distance, c'est alors en train de parler de connectivité. Et cette connectivité prend plusieurs formes. Ça peut être un réseau propre à un groupe. Je suis en train de prendre des termes très simples hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Ça peut être un réseau propre à un groupe. Là, dans ce cadre-là, nous sommes en train de nous concentrer essentiellement sur l'intranet, parce que c'est un réseau, une connectivité que nous avions développée au sein d'un groupe, où ce groupe peut avoir plusieurs natures. Ça peut être une entreprise qui renferme plusieurs services qui sont au sein d'une même zone géographique où c'est éloigné. On a un intranet qu'on a développé entre nous, ou encore que ce serait, par exemple, des données qui seraient accessibles à distance par ceux qui ne sont pas de notre groupe, mais qu'on veut bien partager l'information avec eux. Là, nous sommes en train de toucher à l'extranet, c'est-à-dire on a des passerelles qu'on a disponibilisées pour que ceux qui sont du dehors puissent consommer nos informations. Donc, lorsqu'on fait cela sans partir dans le World Wide Web, et on se concentre sur des données que nous nous distribuons entre nous, on fait de la connectivité, mais sous une forme appelée intranet. Ben, alors, de toutes ces formes de connectivité, que ce soit Internet, que ce soit intranet, que ce soit extranet, tout ça, ça pose problème en Afrique, en fait, parce que il faille juste toucher la question qui est liée à la connectivité à Internet. Parce que c'est ça, en fait, qui est prédominant actuellement en Afrique, hein. C'est Internet ou dans le monde. C'est Internet parce que à quoi ça servirait de ne garder que des infrastructures qui sont propres aux sociétés ou à ces groupes qu'on peut définir de plusieurs manières, qui peuvent avoir plusieurs attributs ou caractéristiques. Et on se dit, on peut les mettre sur le cloud. Et directement, on doit passer par Internet. Donc, vous voyez que de plus en plus, la notion d'intranet commence un peu à disparaître pour laisser la place au cloud et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la grande problématique se pose maintenant sur Internet. Donc, quand on parle de connectivité maintenant, ok, on se concentre plus sur les infrastructures Internet et les usages d'Internet. Comment ça se passe dans différents milieux et spécifiquement quand on prend le cas de l'Afrique, comment se passe la connectivité en Afrique? Quels sont les défis qu'il y a en Afrique? Quelles sont les solutions qui sont apportées, les différentes perspectives? Donc, lorsque je vais maintenant dans ce sens pour dire Internet, vous comprenez? Parce que j'ai bien voulu établir le cadre par rapport à la connectivité. Lorsque je parle d'Internet,
pour moi, ce que je vois d'abord, c'est que c'est un moyen qui est mis à la disposition du monde entier aujourd'hui, notamment pour stimuler la croissance économique et l'innovation. Okay? Donc aujourd'hui, la croissance économique ne se conjugue que grâce à Internet. Parce que même lorsqu'il faille parler d'investissement, qu'il faille parler de retour sur investissement, qu'il faille parler des statistiques qui sont générées pour effectivement faire le monitoring et l'évaluation, n'est-ce pas, et les améliorations de ces investissements-là, que ce soit au niveau micro, où ça veut dire tout ce qu'il y a comme relation avec la population, qui interagit avec l'économie locale ou internationale, et puis il y a des institutions financières qui entrent dedans, ou si c'est au niveau de la macro, c'est que on voit beaucoup plus ce qu'il y a comme échange économique dans la balance même économique d'un pays où on touche aussi aux exportations, on touche à tout ce qui est comme recettes que peut générer un gouvernement au travers des services ou au travers d'autres sources de revenus qui viennent de l'étranger, même au niveau intérieur, mais transformé pour être exporté et que ça rapporte des richesses. Tout ça aujourd'hui se gère facilement, alors très facilement quand c'est Internet, parce que là derrière, nous avons l'information qui est partagée en temps réel. Donc du coup, vous voyez que derrière ça, s'il y a cette facilitation en termes de connectivité qui stimule la croissance économique, nous avons directement la stimulation aussi de l'innovation. Parce que sans innovation, dans un monde d'Internet aujourd'hui, il n'y a aucune croissance économique en fait. Si on prend aujourd'hui toutes les économies du monde, eh bien, toutes ces économies sont informatisées. Oui, c'est informatisé, certes, mais c'est interconnecté. C'est interconnecté. Si on veut toucher à la connectivité telle que je l'ai définie avant, oui, mais vu que la plupart des ressources sont décentralisées, aujourd'hui, c'est stocké dans plusieurs serveurs, dans plusieurs nations, et qu'on veut développer une stratégie un peu plus agile, on se dit qu'on va dans le cloud. Donc, du coup, tous les grands systèmes financiers aujourd'hui dans le monde sont sur le cloud, généralement, et vous allez voir, c'est Microsoft avec Azure ou c'est Amazon avec son AWS, il y a plein de solutions maintenant qui viennent. Vous voyez que tout ça, ça demande d'innover derrière. Et ceux qui innovent derrière, en fait, sont poussés à ramener de nouvelles solutions sur cette connectivité pour améliorer le vécu du quotidien. Ce qui fait que nous restons, désolé, je reçois un appel, j'ai coupé. Donc, nous restons dans cette logique de croissance économique et innovation grâce à la connectivité. Mais aussi, aujourd'hui, quand on voit le concept de connectivité, c'est censé renforcer la participation citoyenne et la démocratie. Parce qu'Internet, dès le départ, c'est un média qui n'est contrôlé par personne, en fait. Donc, Internet, c'est là, vous vous connectez à Internet, qui est censé porter la neutralité, liberté d'expression et tout ça. Donc, ça favorise la participation citoyenne, c'est-à-dire, un citoyen peut se réveiller un bon matin et se dire, voilà, moi, je pense qu'il faille qu'il y ait, par exemple, telle chose par rapport à la loi, mais je trouve que ça ne va pas. Il peut aller sur les réseaux sociaux qui sont interconnectés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les utilisateurs de ces réseaux peuvent rester avec leurs équipements mobiles et se connecter à Internet et retrouver une application qui est sur le web et partager des informations, discuter autour, sans qu'on puisse leur interdire quoi que ce soit. C'est en fait ça le développement qui peut venir derrière Internet, où on a une forte participation citoyenne et la démocratie. Mais, et peut-être enfin, je peux peut-être toucher aussi un peu la culture, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre actuellement chez nous, c'est que notre culture est beaucoup plus enrichie, d'autres cultures, elle devient beaucoup plus diversifiée grâce à Internet. Parce que nous, en fait, notre époque à nous, moi par exemple, c'était vraiment rare de voir qu'il y ait des jeunes qui demandent la main d'une fille en s'agenouillant. Oui, c'est des choses que les gens voient sur Internet. Tu mets des pétales, bougies et tout ça, et puis on se prise, et puis à genoux, sort une alliance. Ce sont des choses que nous n'avions pas essentiellement. Mais quand nous avions eu cette diversité qui est venue grâce à Internet, nos cultures ont connu un maillage terrible. Et aujourd'hui, on voit des jeunes faire ça. Donc, c'est-à-dire, mais tout ça, tout ce que je viens de citer là, est-ce que c'est reflété en Afrique, en fait? Alors, la question reste posée, mais lorsqu'on on voit le taux de pénétration d'Internet en Afrique qui n'est qu'à moins de 43%, et puis ça,
Ce n'est pas 43% dans toute l'Afrique, c'est une moyenne globale. Mais quand on entre dans chaque zone, chaque région, on trouve que ce n'est pas le cas. Comme chez nous, nous sommes à 20 et quelques pourcents. D'autres pays ne sont qu'à 5%. Lorsqu'on voit le prix de la connectivité à Internet, qui en moyenne par jour est à 5 dollars, qui est très cher par rapport à la moyenne de vie, au pouvoir d'achat, lorsqu'on voit l'obstacle d'accès à l'infrastructure même, parce qu'il n'y a pas d'électricité, sans électricité, il n'y a pas Internet, sans Internet, il n'y a pas de connectivité, vous voyez. C'est-à-dire que ce sont des choses, des défis qui sont au niveau du continent et qui font que la connectivité en Afrique pose problème parce qu'elle ne stimule pas la croissance économique, elle ne stimule pas l'innovation, il n'y a pas une passion citoyenne, on sait ce qui se passe partout en Afrique. Et peut-être côté culture, mais aussi là, il y a à boire et à manger. Donc, Ouais, lorsque je vois la connectivité, je vois ça d'une manière holistique en ramassant toutes les questions que je viens de soulever. effectivement. Les points, est-ce qu'on peut partir par des exemples, justement, voulais-je dire, de montrer d'abord comment la connectivité aide d'autres sociétés, d'autres nations partout dans le monde, de façon beaucoup plus pointue, de dire, voilà, par exemple, prenons le cas de Dubaï aujourd'hui, qui est un centre, en tout cas, vraiment connecté. Je pense que vous êtes aussi passé par là, vous avez de l'expérience. Pourriez-vous nous dire un peu comment la connectivité participe justement au développement de cette société-là? Et puis après, on va rentrer sur ce qui ne va pas chez nous et continuer la suite. Oui, si je reviens par rapport à ce que j'ai introduit bien avant, c'est que je ne dirais que dans ces trois points où je me dis, y a-t-il une croissance économique et l'innovation grâce à la connectivité? Oui. C'est-à-dire, pour ne pas m'éterniser sur des exemples des nations, je vais carrément prendre un exemple très simple qui peut vous démontrer comment est-ce que la connectivité rapporte la croissance économique dans les nations. Aujourd'hui, nous avons un principe qui naît, non pas qui naît aujourd'hui, mais qui est là, ça fait à peu près une dizaine d'années bientôt, c'est la blockchain. La blockchain est venue avec un concept de crypto-monnaie. La crypto-monnaie aujourd'hui, c'est la base même, dans les pays développés, c'est la base même de ce qu'on peut dire, on peut appeler classe moyenne. Parce que tout le monde aujourd'hui a la capacité d'avoir un nouveau circuit d'investissement. Investir, en fait, pour ceux qui sont dans le secteur professionnel, même ceux qui sont en train de préparer leur avenir, il faut toujours, n'est-ce pas, avoir une part de ton épargne que tu mets quelque part et que tu vas replacer dans une activité qui va tourner cette épargne-là parce que tu prépares comment je pourrais dire, ta retraite et aussi l'avenir de tes descendants. Donc, dans chaque nation, chacun cherche comment investir quelque chose. Dans tous ces pays qui sont, entre guillemets, développés, ben, aujourd'hui, la classe moyenne se définit aussi par les investissements dans la crypto-monnaie ou encore les investissements dans la NFT, tout ce qui est comme valeur non fongible qu'on trouve sur Internet et tout ça. Mais cette nouvelle technologie-là n'est pas possible sans la connectivité. Et c'est fait qu'aujourd'hui, nous, par exemple, moi, j'ai à un moment investi dans la crypto, ça m'a rapporté ce que ça m'a rapporté. Mais un jeune aujourd'hui, un jeune d'un pays développé, il te dit qu'il a un wallet, il a un portefeuille électronique qui lui permet d'investir dans la crypto. Et il est en train de voir comment est-ce qu'il gagne ses bénéfices. Ça, c'est des choses que la connectivité Minano certifiée comme Coursera, Udemy et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a une personne qui a eu 100 étudiants, 100 000, pardon, étudiants, 50 000 étudiants qui sont passés par sa formation et sa formation coûte 10 dollars. Faites fois 100 000, vous êtes dans le million.
Et cette personne-là reverse quelque chose. Mais cette personne ne pouvait pas, en fait, faire cela, avoir ces millions facilement à partir de sa chambre sans la connectivité. Donc, pour résumer, c'est que la connectivité ramène un nouveau paradigme en ce qui concerne l'emploi et la mobilité. C'est juste ça. On peut facilement créer de nouvelles richesses grâce à la connectivité sans même bouger de d'où on est. On a eu l'exemple avec la Covid quand c'est arrivé. Il y a tous ces lockdowns dans tous ces pays. Il y a eu des pays qui ont continué à générer des richesses parce que ces pays pouvaient favoriser le télétravail. Déjà, en amont, ces pays avaient fait des technologies connectées à Internet, de l'innovation qui permettaient le paiement électronique, qui permettaient la livraison à domicile, et ainsi de suite. Maintenant, on a ajouté encore l'intelligence artificielle qui vient se patcher sur Internet. C'est-à-dire que la connectivité aujourd'hui doit être vraiment comprise sous forme d'un outil de croissance économique et innovation pour ne pas entrer dans les autres points que j'ai développés qu'on pourrait toujours voir par la suite. Et vous savez, pour trouver l'ensemble de ces facilitations en termes de connectivité, eh bien, vous n'avez qu'à poser la question à ChatGPT. Hein. Il va vous dire ce qui se passe à Dubaï. Voilà, ça c'est un exemple. C'est-à-dire que déjà là c'est clair que comment ça se passe en termes de connectivité à Dubaï, je vais sur ChatGPT. On va vous sortir des trucs. Mais ça ne peut pas être possible. Il y a des gens qui arrivent dans ces économies nouvelles sans connaître ces nations, sans connaître comment ça se passe là-bas. Mais en arrivant sur place, ces personnes, je prends le cas, je prends mon avion de la RDC vers les Émirats Arabes Unis ou n'importe quel pays dans le monde. Moi, je n'ai pas de problème, au fait. Hein. J'ai besoin de connaître personne. Si je veux trouver un hôtel, je vais sur booking.com. Je veux trouver mon transport, je regarde s'il y a Uber quelque part, ou là-bas c'est Karim. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Tout se trouve sur Internet. Donc je suis un citoyen du monde. Je suis intégré partout où je vais, juste parce que j'ai accès à des outils qui sont connectés à Internet, et ces outils me permettent d'améliorer ma vie partout où je suis. Vous comprenez? Donc, grâce à la connectivité, il y a toutes ces réalités qui permettent aussi aux citoyens d'être augmentés, entre guillemets. Quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds à Paris, mais lorsqu'il arrive à Paris, c'est comme s'il y a été il y a des années. Pourquoi? C'est Internet, les outils qu'il y a dedans. Voilà. Oui, 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 oui. Alors maintenant, pourquoi j'ai vu dans les messages déjà il y a des réactions. Je ne vais pas dire dans le cadre de toute l'Afrique, mais principalement on peut prendre notre pays, la RDC, et peut-être d'autres pays africains qui traînent encore au niveau numérique. Quels sont les défis, par exemple, pour la RDC face à la connectivité? Parce qu'on a parlé du taux de 22% seulement de la population congolaise ont accès à Internet. Et c'est très peu. Sur 100 millions d'habitants au Congo, on peut dire que seulement 22 millions ont accès à Internet. Et c'est quoi les défis, en fait, pour démocratiser, les défis que rencontre notre pays pour démocratiser justement la connectivité un peu partout? Oui, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par établir le cadre dès le départ, c'était pour permettre à tous de revenir en fait, de se recadrer sur la question de la connectivité selon que je l'aborde. Je n'aborde pas connectivité comme étant seulement Internet. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, moi, en tant qu'ingénieur, en plus que j'ai fait Cisco, donc, je sais c'est quoi la connectivité. Donc, lorsque on se concentre à comprendre la connectivité comme étant seulement Internet, là, c'est tout un problème, en fait. Oui. Aujourd'hui, la connectivité, n'est-ce pas, peut se représenter sur une certaine couche dans les usages, comme étant est-ce qu'on a accès à Internet? Mais ce n'est pas que ça. Okay? Oui. Je continue. Lorsqu'on voit les défis qui s'appliquent en RDC, les défis qui s'appliquent en RDC, ce sont les mêmes défis qui s'appliquent partout en Afrique. Lorsqu'on regarde l'Afrique en général, l'Afrique est essentiellement jeune. C'est le continent le plus jeune qui aujourd'hui a en moyenne, la moyenne d'âge en termes d'habitants en Afrique, c'est 17 ans. Et c'est une moyenne qui est éparpillée sur tout le continent. C'est-à-dire c'est 17 ans d'âge en Afrique. Et globalement, cette moyenne d'habitants se retrouve essentiellement dans les zones rurales et il se passe un exode
vers les zones urbaines. Ce qui fait que lorsqu'on se met à évaluer l'état de la connectivité dans le continent, on se bute à ce problème-là parce qu'il y a un fort exode rural, ceux qui quittent les villages, ceux qui quittent les milieux ruraux, qui vont vers les villes. Et c'est très difficile de se dire exactement est-ce que même ces zones rurales-là sont connectées. Du coup, on se met à faire des statistiques sur base des zones urbaines. Il y a des maps qui sont générées par le GSM aujourd'hui qui vous montrent l'état de la connectivité en Afrique. Moi, j'ai accès à ces maps-là, mais je veux juste vous montrer un moment, je vais vous partager un moment parce que je dois ouvrir cette map et je vais partager l'image après. Où moi, je vois par exemple l'état de la connectivité en RDC. Je vois plusieurs pays comme ça sur cette map-là, n'est-ce pas? Et je vois aussi l'état de la RDC sur cette map. Et c'est clair que la couverture en termes de connectivité en RDC, c'est une couverture qui n'est évaluée que dans les zones urbaines pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les zones rurales n'étant pas atteintes par les télécoms, vu que ces télécoms-là se concentrent sur ce qui peut faire comme retour sur investissement. Je reviens sur ce que j'ai dit dès le départ. Parler de connectivité, c'est parler de... je m'excuse. C'est parler de croissance économique et innovation. Vous ne savez pas, on ne peut pas parler de connectivité juste parce qu'on veut parler de connectivité. Nous devons parler de connectivité parce que nous réfléchissons sur le retour sur investissement. Voilà, j'ai retrouvé la dite page et je vais juste vous partager pour que vous voyez un peu comment la connectivité est répartie sur la RDC. Je vais juste cliquer. Je vais juste partager mon écran. Une seconde. Je vais partager mon écran. J'espère que vous allez voir mobile coverage. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon onglet là. Oui. Là, Voilà. on sait le voir. Vous imaginez que c'est ça la couverture. Regarde, la couverture. Je vais sur Zoom ici. La couverture. Parce que moi, je vois plusieurs countries ici. Hein. J'ai la situation de la plupart des pays. Voilà un peu comment est-ce que la RDC est connectée. Tout ce que nous avons sur la RDC en termes de connectivité, ce sont des zones urbaines. Parce qu'on ne sait pas couvrir les zones rurales. En fait, on ne va pas vers les zones rurales. Lorsque les télécoms veulent investir, ou les FAI veulent investir, ou tout le monde veut investir, la Banque mondiale a mis plus de 45 milliards de dollars sur l'Afrique et des projets propres pour la RDC. J'ai appris que c'est près de 500 millions qui doivent être reversés en RDC pour la connectivité. Eux tous, lorsque vous allez chez tout cela, ce que vous allez trouver chez eux, c'est que leur map ne va que dans les grandes villes comme ça. Toutes les parties rurales ne sont pas touchées. Pourquoi? Parce que les fournisseurs regardent le retour sur investissement de ceux qui mettent comme argent. Et c'est comme ça dans tous les pays. Lorsque je vais dans une zone rurale, première des choses, on a un problème d'accessibilité en termes de routes. Les routes ne sont pas propices. Il y a quelques pays qui ont fourni des efforts en termes de routes, comme par exemple le Nigeria, ouais, où on a plus de 50% de taux de pénétration d'Internet. Quand je parle d'Internet, que d'Internet en termes de connectivité, parce que le Nigeria a les routes. Aujourd'hui, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, voilà, qui ont des routes, et ce qui fait qu'il y a une forte pénétration d'Internet, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on va dans d'autres pays, où c'est un peu disparate en termes d'infrastructures routières, ou tout ce qui permet la mobilité pour déployer les infrastructures d'Internet, ben, c'est la même raison. En fait, eux, tous ont peur, ils se disent, moi, je prendrai tout ce que moi j'ai comme équipement, je le mettrai dans ces zones. Est-ce qu'on va récupérer notre investissement en termes de BTS, c'est-à-dire tous ces tours-là qui vont permettre de placer des antennes et de couvrir ces zones? Deux, est-ce que ces habitants qui sont dans ces zones ont-ils accès aux équipements de connectivité? Parce que dès qu'on se dit connectant les gens, on se dit qu'il doit y avoir des équipements de connectivité, comme je l'ai dit au départ. Est-ce que tout ce
monde-là a les équipements de connectivité nécessaires? Point d'interrogation. Est-ce que ces gens ont un pouvoir d'achat pour qu'ils puissent consommer? Comme je l'ai dit, hein, ça, c'est des statistiques de Internet Society. En moyenne, en Afrique, et ça se répercute dans plusieurs pays, la connectivité à Internet par jour coûte 5 dollars. Donc, lorsqu'on se dit, allons dans toutes ces zones, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces firmes-là qui viennent investir chez nous viennent avec des politiques de groupe. Vous allez voir, par exemple, Vodacom qui a la politique de groupe qui est Vodafone, Airtel qui a la politique de groupe qui est Bharti, Orange c'est Orange, et ainsi de suite. Mais ils ne vont pas aller n'importe où comme ça. Il n'y a que peut-être Starlink maintenant qui se met à déployer voilà, ses satellites comme ça sur toute l'Afrique et des pays en voie de développement. Pour, en fait, voilà, parce qu'eux, ils ont les satellites, on n'a pas de problème d'accès par route et tout ça. Donc, lorsqu'ils font leur stratégie de groupe et qu'ils veulent que chaque investissement qui se fait dans chaque zone puisse être rentable à un certain niveau, et bien tout ce monde-là, en fait, il ne va pas vous dire, c'est parce qu'on aime le visage des Congolais, que voilà, on va voilà, déployer la connectivité. Il faut que le Congo soit accessible. Sinon, ils vont se limiter dans les grandes zones que je vous ai montrées. Ils ne vont que faire les statistiques sous ces grandes zones. Pendant qu'il y a des zones qui sont négligées suite à cette question, comme on dit en business, liée au CAPEX. Donc, lorsqu'on prend les investissements, on met sur les équipements, en combien de temps va-t-on amortir une antenne qui nous a coûté 80 000 dollars pour installer, des équipements à mettre dessus, ça nous a coûté 500 000 dollars, on va investir ça quand? Et ce sont des questions que se posent tous ceux qui vont dans l'investissement en termes de connectivité, je dis bien liées à Internet. Mais bon, voilà, ce sont des réalités que nous rencontrons dans nos pays africains. Et ce sont les mêmes réalités dans tous les pays. Je vous ai montré, moi j'ai une map, je vois tous ces pays, je vois ça comme ça. Je sais que par exemple, vous voyez des BTS qui sont déployés ou pas. Et la même raison qui se donne chaque année, on vous dit infrastructure, infrastructure, infrastructure. Et ensuite, data, data. Qui sont ces gens à qui on va donner la connectivité? Voilà. Ok. Oui. Alors, il y a des défis, c'est un problème. Selon vous, quelles peuvent être les solutions justement pour permettre à tout le monde, permettre aux habitants ou les consommateurs, les futurs consommateurs qui sont dans ces zones justement, de bénéficier de la connectivité? Selon vous, quelle solution vous avez parlé du coût, c'est le coût justement qui revient, le coût lié auquel on investit et qu'est-ce qu'on reprend par après. Mais selon vous, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place justement pour pallier à ces difficultés-là et permettre à la connectivité d'être démocratisée? Oui, il y a plusieurs solutions envisageables. Je vais parler peut-être de deux ou trois. D'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait des politiques qui soient développées au niveau d'abord de toutes ces agences de développement hein, qui viennent dans nos pays pour accompagner nos gouvernements à définir des stratégies de développement et qui investissent de l'argent, ou encore des investisseurs qui viennent dans nos pays. Il faut qu'il y ait des dispositions contraignantes pour obliger, alors obliger, je suis en train de partir sur une perspective africaine et non congolaise, parce que je vous dis que toute l'Afrique se ressemble. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai fait l'Afrique. En tout cas, j'ai fait l'Afrique et je vous dis que nous tous, nous nous ressemblons. Vous irez en Afrique du Sud, vous allez voir les bâtiments de Djobour, vous allez vous dire, waouh, c'est développé. À passer à 30-40 km de là, vous allez trouver une extrême pauvreté, des gens qui ne sont même pas connectés. Et c'est pareil partout en Afrique. Okay? Quand ils font comme j'ai dit, quand ils font des statistiques, ces statistiques sont souvent biaisées parce que ça se base sur 2, 3, 4, 5 grandes villes et puis c'est fini. L'Afrique a les mêmes réalités partout. Donc, il faudrait que toutes les stratégies de développement qui soient définies, qu'on ait un impératif en termes de pourcentage, n'est-ce pas, de ces financements qui sont décidés dans les différentes assemblées ou les différents parlements, ou encore décidés au niveau des bailleurs de fonds, d'imposer un quota sur l'infrastructure, notamment en termes de fibre optique. Parce que la fibre optique peut ramener une grande quantité de data, mais à moins cher. Okay? Ça va déjà baisser les coûts d'Internet. De deux, il faut encourager le déploiement des satellites. Parce que à certains niveaux, à certains endroits, en fait, je prends le cas par exemple de la RDC, qui est couvert à une grande partie par la forêt équatoriale. Des fois, c'est assez difficile d'accéder à ces zones parce que, un, non seulement que c'est la forêt, deux, il y a trop de rivières. Trois, toutes les rivières de la RDC
sont infestés de quoi ça, de prédateurs et tout ça. Donc, c'est un problème. Moi, je connais des amis, des IT, des firmes ici qu'on connaît, qui vont à l'intérieur, même nous-mêmes quand on va à l'intérieur, ben nous, au moins, on sommes en train de faire nos calculs par rapport aux zones couvertes par les routes et qu'on peut accéder. Mais pour ceux qui sont allés, par exemple, dans des zones qui sont proches de la forêt équatoriale, je vous dis que l'accès est tellement difficile. Mais c'est juste pour installer des VSAT. Mais s'il y avait beaucoup plus d'investissement dans des satellites propres à l'Afrique, je pense qu'on aura une couverture optimale. Bon, heureusement, Dieu merci, il y a un Africain, c'est-à-dire Elon Musk, qui a pensé à l'Afrique et qui met des satellites de Starlink. Là, on peut peut-être sauter ça. Mais côté fibre optique, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une forte couverture en termes de fibres. Bien sûr que toutes ces firmes ont fait des dons. Facebook a fait des dons, Google a fait des dons, Amazon aussi vient faire des dons, Microsoft et tout ça. Mais il faut augmenter. Deuxièmement, il faut réfléchir, il faut réfléchir sur les acteurs locaux. Parce que les acteurs locaux sont aussi des éléments clés dans l'inclusion numérique, en fait. C'est-à-dire, pour démocratiser l'accès aux technologies du numérique, il faut voir les acteurs locaux. Les acteurs vont non seulement proposer des solutions moins chères, parce que je prends le cas par exemple de nous. Nous, tout ce que nous investissons pour couvrir un site sur, je peux dire, sur 50 km de diamètre, ça coûtera 20 fois moins cher que ce que une société de télécommunications traditionnelle viendrait mettre pour investissement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont en train d'innover et de proposer des solutions qui peuvent faciliter la démocratisation d'Internet en RDC ou en Afrique, essentiellement rurale, parce qu'en Afrique urbaine, ben, écoutez, il y a une guerre entre ces télécoms-là, entre ces fournisseurs. Parce que l'Afrique qui n'est pas connectée, c'est l'Afrique rurale. Et bien qu'en Afrique urbaine, il y a la connectivité, mais il faut se poser aussi des questions de la qualité. Ils sont en train de faire des mises à niveau de leurs équipements pour avoir une meilleure qualité, une meilleure couverture et tout ça. Donc, il faut s'intéresser à tous ces acteurs locaux qui proposent des solutions. Il y a des solutions qu'on peut vous ramener. Moi, je suis tenu à mon NDA et je ne peux pas divulguer ce que nous sommes en train de faire comme solution comme ça lors de ce call, mais vous arrivez avec 4 sacs, vous arrivez avec 2, 3, 4 cartons et vous cherchez des jeunes du coin et vous montez des micro-BTS. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez vraiment des gens qui posent la question, qu'est-ce que vous faites? Mais dès qu'ils sont connectés dans un réseau, mais ce n'est pas possible. Les gens s'étonnent. En fait. Ils disent, mais on est connectés, je dis, vous êtes connectés. Et ce qui est encore bien avec nous, c'est que nous apportons même la communication. Parce qu'avec nos serveurs VoIP et tout ça, on peut passer des appels téléphoniques n'importe où dans le monde. Donc, on ramène même la communication. Et ça étonne. Mais ce genre de solution-là, vous ne verrez pas les télécoms le faire parce qu'eux sont branchés, sont connectés sur autre chose. Donc, ça revient encore au niveau du plan. Il faut qu'il y ait un plan global d'accès à la connectivité, essentiellement à Internet au niveau de la RDC. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées par les différents ministères de tutelle du gouvernement. Heureusement que, bon, ils ont voté la loi de télécom qui permet à la RDC d'avoir un fonds pour le développement du service universel qui prendrait 3% des redevances auprès des télécoms pour appuyer des projets locaux, OK, qui vont favoriser la connectivité. Donc, c'est-à-dire, la solution, elle est entre guillemets là. Et notamment, cette solution du FDSU favorise aussi le déploiement de la fibre optique sur des milieux non connectés, comme on dit, des zones blanches. Et c'est toujours dans ce même sens-là, c'est que j'ai parlé avec le responsable du FDSU il y a 3 semaines, qui a été nommé par arrêté ministériel du ministère des Pétentiques. Il m'a dit, ben, écoute, nous sommes en train de nous battre le gouvernement pour qu'on ait très bientôt 12 millions de dollars. Comme ça, vous tous là qui avez des solutions qui tournent et qui fonctionnent localement, on peut passer par vous pour voir comment investir. Voilà. C'est déjà que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts, mais il faut aussi que les acteurs cessent d'être seulement des fabricants ou bien des développeurs des applications au web, applications machin, pour aussi toucher au hardware, c'est-à-dire toucher à la connectivité. Sans Internet, qui va utiliser vos applications?
applications mobiles. Hein, vous arrivez quelque part, ouais, même quand vous allez sur le Play Store, vous regardez les applications congolaises, 10 000 téléchargements, 5 000 téléchargements. On n'arrive pas à 100 000. Pourquoi? Parce que ben, ceux qui devraient utiliser ça, ben, ils ne sont pas connectés. Donc, ça veut dire qu'on a d'abord un challenge de connecter les gens avant de leur apporter des solutions. Ce qui va quitter Facebook en ville pour utiliser ton réseau social. Mais dans les villages, on peut quitter, on connaît même pas Facebook. Bon, entre guillemets, hein. Nous, quand on va dans les villages, on ne parle même pas de Facebook. Vous imaginez? J'ai voulu, il y a une appli qui s'appelle Masolo. Je ne parle même pas de WhatsApp. Mais bon, malheureusement, eux aussi qui développent cette application, des fois ils s'endorment. Mais nous, on ne parle pas de ces solutions. On parle des solutions Made in Congo. C'est quoi ces solutions Made in Congo? Nous, on vient avec la connectivité pour faire consommer nos solutions. Vous comprenez? Donc ça, voilà, c'est un peu une virgule que je referme directement. Mais il faut que les acteurs locaux se prennent aussi en charge. On doit cesser d'attendre que les Vodacom viennent toujours faire les choses. Vodacom a commencé comme nous tous ici, dans un garage ou dans un salon. Et pourquoi on a peur de démarrer? Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans les 145 territoires. On a commencé dans un papier, sur un papier, pardon, et puis c'était un PowerPoint. On se retrouve à 2 à 3, on discute. Voilà, il y a un business model qui sort. On propose à des partenaires qui acceptent pour faire des micro-projets. Et ces micro-projets deviennent des nano-projets, des macro-projets. Et demain, ça sera comme Vodacom, Airtel, Made in Congo. Mais voilà, mais il y a combien de gens qui sont en train de risquer dans ça? Donc, il faut la fibre, ok? Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut des politiques qui favorisent d'abord la connectivité, mais il faut aussi que les acteurs se prennent en charge. Qui sait seulement d'attendre que Vodacom amène la connectivité. Vous aussi, pour bien. Oui, j'ai fini. Ah oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur Rudy. J'ai pas bien saisi le pourquoi j'ai. Ah, ok, d'accord. Ouais. Alors, je comprends que le fond, c'est encore une fois notre gouvernement. On a eu à tenir deux numéros de Olivia Talk sur comment le numérique peut participer justement au développement de notre pays. Les points étaient que c'était un problème d'infrastructure, comme vous l'avez soulevé, et puis c'était la politique. Ça revient toujours à la politique, mais j'apprécie beaucoup le fait que vous avez mentionné aussi l'apport des acteurs du numérique. Nous ne pouvons pas que rester là, bras croisés, en attendant que les politiques fassent quelque chose, mais de nous-mêmes aussi, avec nos initiatives, avec nos idées, avec ce que nous pouvons faire, nous devons proposer quelque chose justement, et je, je loue vraiment ce que vous êtes en train de faire, pour justement apporter une solution au développement de notre pays, de façon possible, et ça vraiment j'apprécie. Alors, pour pas trop perdre de temps, j'aimerais laisser aussi la parole aux participants de ce webinaire. Si vous avez une question, vous pouvez lever juste votre main. On va vous donner la parole. Vous pouvez poser directement la question à M. Rudy. Je ne sais pas s'il y a une question jusque-là. Je vois qu'il y a des questions. Il y a une question de M. Didas. Il Oui, dit, ouais, je peux lire et répondre. d'accord, d'accord. Oui. Il dit, en quoi mesure-t-on la richesse d'un pays? Dans tous les pays au monde, il y a des riches et des pauvres, tout comme des endroits avec une bonne connectivité et d'autres où il n'y en a pas. Il existe des bidonvilles et des villes. Quand on dit que l'Afrique est la même partout, c'est un autre débat, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, car on ne peut pas comparer Kinshasa et Johannesburg, tout comme Kinshasa et Nairobi, bien qu'il y ait toujours des riches et des pauvres. En matière de, voilà, il dit qu'il ne veut pas faire un appel vocal, voilà, ok, d'accord, c'est pas un souci, j'ai lu. En matière de connectivité, on peut comparer Kinshasa et Nairobi et Johannesburg. On va dire taux de pénétration d'Internet. C'est-à-dire, en ce moment, on ne va pas dire y a-t-il des riches ou des pauvres qui se connectent. On va juste dire taux de pénétration d'Internet. Combien de personnes ont été atteintes par Internet? Ou combien de personnes sont sur Internet? Ces personnes passent combien de temps sur Internet? C'est quoi les usages? Maintenant, de ces usages d'Internet, comme j'ai dit avant, est-ce que ça permet de mesurer la richesse d'un pays? Je dis non. On ne peut pas dire qu'un pays est riche parce que dans ce pays, il y a une forte couverture d'Internet. Prenez l'exemple du Rwanda.
où je crois qu'ils ont dépassé les 90%, je ne sais pas moi quoi. Ils sont vraiment connectés au Rwanda. Il y a la fibre optique qui est partout, mais ce n'est pas un pays riche. C'est-à-dire, c'est juste que les gens sont connectés. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de cette connectivité? Alors que viennent les usages, bah, les usages sont multiples, hein. Aujourd'hui, ça touche aussi au point direct qui est lié aux perspectives de développement de la connectivité, entre guillemets, d'Internet. Bah, voilà, on peut exploiter cela pour réduire les inégalités, notamment en termes d'accès à l'éducation. On se dit, s'il y a un peuple qui est très bien éduqué, ce peuple peut réfléchir à son propre développement. Ça veut dire qu'on va se dire que dans toutes les zones où on a des difficultés à faire venir l'éducation de qualité, ce qu'on ferait, c'est d'y amener la connectivité et le e-learning. Vous comprenez un peu? Autre chose encore, lorsqu'on parle de la protection de l'environnement et climat et tout ça, aujourd'hui, il y a le crédit carbone qui est en train de se vendre comme des petits pains partout dans le monde. Pour information, il suffit que moi, d'ailleurs c'est un de mes projets, hein, je suis en train de travailler sur 2 ans, de faire 100 hectares où je ne plante que des acacias. Et je vais aller vendre cela à des sociétés qui sont basées dans les pays industrialisés, qui polluent le monde. Et bien moi, je vends mon crédit carbone à ces sociétés-là. Mais pour qu'on sache que réellement c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je place des capteurs qui sont homologués, qui vont démontrer qu'effectivement, j'ai un crédit carbone de tant de mètres cubes sur les hectares que moi j'ai, voilà, sur les hectares où j'ai planté les acacias, n'est-ce pas? Et ça peut faire entrer beaucoup d'argent dans le pays, au pays, en RDC, dans notre trésor national. C'est une source de revenus qui peut être générée grâce à Internet. C'est toute une économie du numérique. Mais j'ai juste planté 100 hectares d'acacia, et bien voilà, je suis entré 50 millions de dollars par mois en RDC. Et ce, grâce à des capteurs qui sont placés n'importe où là-bas, dans tous les coins. On sait voir est-ce que les arbres sont en bonne santé. Chaque arbre est connecté, des choses comme ça. La terre est connectée et tout part dans le cloud et tout est homologué. On sait que je ne mens pas par des cabinets, on dit voilà. Mais ça peut faire qu'un pays ait de nouvelles sources d'entrée, que dans la balance économique, ou je peux dire autrement, dans le trésor public, qu'il y ait une nouvelle richesse, une nouvelle source de revenus qui serait voilà, des acteurs qui sont dans la vente de crédit carbone. Entre guillemets, entre parenthèses, pardon, il y a une firme japonaise qui se met actuellement à faire de l'investissement dans tout ce qui est comme blockchain et tout ce qui est comme application qui tourne dans Web 3. Mais ces gens ont dit, ben, écoutez, si on tombe sur une initiative maintenant en Afrique où il y a la blockchain, c'est une application Web3 qui permet de vendre du crédit carbone, on met plus d'1 million de dollars là-dessus. Et j'ai lu ça sur Twitter. Je suis resté comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais de rater 1 million comme ça. Parce que je peux connecter 1 hectare ici, 2 hectares, et moi, je m'en vends du crédit carbone grâce à Internet. Donc, on peut exploiter cela pour faire entrer de l'argent dans le pays et effectivement se dire que ben voilà, on a généré de la richesse et on commence à devenir riche grâce à Internet. Mais est-ce que juste avoir Internet, ça veut dire qu'on est riche? Non, ça c'est faux. Mais peut-on comparer les pays? Oui, on peut comparer les pays hein, par rapport au taux de pénétration d'Internet. Hein. Les riches et les pauvres, on en trouve partout. Hein. Mais voilà, moi c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a une autre question, je peux y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Rudy, pour la réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez juste lever votre main et puis après, vous pouvez poser la question. Apparemment, il y a pas d'autres questions aujourd'hui. Monsieur Rudy, comme dernier mot, qu'est-ce que vous direz de la connectivité en Afrique? Comment les défis que vous avez eu à énumérer et on peut conclure par là. Bon, ce que je peux dire sur la connectivité, je pense que l'auditoire, je suis en train de voir les noms des participants. Je crois qu'il y a beaucoup qui participent et qui touchent un peu à l'outil numérique et qui voudraient bien être des champions dans le numérique. Hein, voilà, qu'on parle, qui puissent rapporter quelque chose dans notre économie et qui rapporte une image, une bonne image de la RDC par rapport à ce qu'ils feraient et pourquoi qu'ils gagneraient des millions. Je vous rassure qu'à l'étape actuelle de la RDC,
vous n'allez pas faire des millions avec le numérique. Je sais que je suis très dur, je suis très sec, mais je vous dis, vous n'allez pas faire des millions avec le numérique. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés consommer les produits que vous voulez proposer actuellement, ce sont des personnes qui sont connectées à Internet. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était très peu, mais ça fait qu'augmenter depuis 1999. Donc, ce sont des personnes qui sont habituées à trouver des freeware sur Internet, à trouver des services free. Donc, ils sont pas encore à cette étape où ils vont se mettre à dépenser $1 par mois pour construire vos services. Donc, si vous en trouvez, sachez que vous allez être en compétition avec d'autres prestataires qui sont peut-être plus puissants que vous. Je prends un cas très simple. Nous pensons à développer une solution qui permettrait aux sociétés de s'informatiser, numériser notamment vos factures, vos paiements de salaire, recevoir les paiements électroniques et tout ça. Je me suis mis à faire une évaluation ensemble avec des professionnels dans le merchandising, dans tout ce qui est comme distribution, vente des produits. On m'a dit, écoute, vous savez, le premier challenger, ou bien la première compétition que Audi va retrouver sur son chemin, ici, ça sera Odoo. J'ai dit, oh ben tiens, c'est bizarre, Audi, Odoo. Me dit oui, c'est-à-dire que ce que vous voulez proposer là, Odoo propose ça. Et maintenant, voilà, Odoo, avec tout ce qu'il a comme, tout ce qu'ils ont comme budget, ou encore tous les partenaires qui sont en train de payer la solution Odoo ici, tu penses vraiment que tu vas faire face à Odoo? Et dit, ah, vous avez raison. Et c'est comme ça que sur le champ, je me suis dit, application, oui et tout, mais c'est à quelle clientèle ou à quelle audience ou à quel users que je m'adresse. Donc, si j'ai mon réseau social aujourd'hui, j'aurai en face de moi Facebook, j'aurai en face de moi toutes ces applications. C'est à quelle audience, pour quels usages? Je me suis dit, tabula rasa. On arrête avec tout ça, on arrête avec tout, allons dans des zones où ce n'est pas encore touché. La RDC, aujourd'hui, a encore 79% de la population. Si on doit mettre ça en termes de chiffres, hein, selon les statistiques, hein, les dernières statistiques de la population, 79% constituent 79 millions à peu près, hein, d'individus. Dans ces 79 millions d'individus, il faut prendre 60%. Hein, les 60% représentent les jeunes âgés de 15 à, je peux dire, à 15 à 25 ans. Donc, quand on prend 65%, je vais juste prendre ma calculatrice. Lorsqu'on prend 65% de 79 millions, OK, qui aujourd'hui sont là, en train de vous attendre, je fais 79 millions. Voilà, j'ai ma calculatrice. 79 millions. 79 millions. Je vais trouver 65% de 79 millions. Donc, vous avez 51 350 000 personnes adultes qui ont les mêmes caractéristiques que nous jeunes ici, qui n'ont jamais entendu parler d'Internet ni des applications, qui sont là. Le grand challenge, c'est quoi? C'est de les atteindre. Donc, moi, je vous recommande de faire comme moi. Quittez la ville. Vous allez perdre tout votre temps, vous allez disparaître comme vos prédécesseurs, comme nos prédécesseurs, qui sont venus avec des choses, qui ont fait le matuvisme, qui ont fait des shows là sur les réseaux sociaux, et voilà, qui ont fait des panels de discussion, et puis après, qui ont fermé boutique. Parce que toutes ces personnes ont été butées à un même problème. Ces personnes ont rencontré des mastodontes. Tu as en face de toi, je prends le cas de Vodacom. Vodacom, avec ses 20 et quelques millions d'abonnés, Vodacom, avec toute son infrastructure, toute sa notoriété, lance Voda TV depuis 2020, et non, 2019, je crois. Oui, c'est avant 5 ans, 4 ans que Voda TV est lancé par Vodacom, mais ils n'ont pas dépassé 500 000 téléchargements. Ils sont à 5, en fait, ils ne sont pas encore à 600 000 téléchargements. Vous vous imaginez? Vodacom et tout son infrastructure, tout ça n'a même pas dépassé 600 000 téléchargements avec Voda TV. Non, même pas. Il n'y a même pas 1 million. Même pas 1 million.
C'est-à-dire que quand vous rêvez le matin, vous dites, ah, je suis un Zuckerberg. Moi, quand je vois des jeunes dire ça, je dis, tu es en train de rêver là. Il y a des péages, il y a des péages. Moi, j'ai rencontré dans le village, quand tu es en train de passer, tu prends un tronçon sur 200 km, tu peux retrouver même 10 péages qui ne sont même pas informatisés. Si on va seulement sur le cadre de la connectivité, moi, je peux seulement me dire, OK, je n'irai pas sur le web. Comme j'ai dit que la connectivité, ce n'est pas seulement le web. Moi, tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais connecter ces différents péages, n'est-ce pas? Si c'est au niveau de la province, par exemple, du Lualaba, tous ces péages-là vont être connectés directement au ministère des Finances du Lualaba. On n'a pas besoin de le faire via Internet. On va créer un intranet ici. Et ces péages, quand il y a des paiements là-bas, le gouvernement provincial voit en temps réel ce qui se passe. Mais nous tous, on veut seulement faire ces réseaux sociaux et tout ça. Je veux recréer Instagram, frère, sœur. Vodativ n'a pas dépassé 600 000 téléchargements. Marie et Vodacom, on parle de SMS. Vodacom peut envoyer 10 millions de SMS en un seul mois, juste pour que les gens aillent sur Vodativ. Et tout le monde voit ça sur le téléphone. Et on va sur Netflix. Donc, moi, je conseille vraiment, hein, soit comprenant le problème de connectivité. J'ai beaucoup parlé, hein, enfin, j'ai dit beaucoup de vérité derrière. Comprenant le problème de connectivité. Sans la connectivité, ou alors, si vous avez vos solutions, intégrez la couche de connectivité. Ceux qui vont avoir accès à vos solutions, sont-ils connectés? Et s'ils sont connectés, où sont-ils? S'ils sont en ville, il n'y a pas un miracle qui va se passer. Si votre solution va frontalement sur une solution que Apple a développée, ne vous trompez pas, Interpol est partout. Apple a toutes les informations. Si Apple se sent en danger, Apple va vous écraser directement. Ils ont écrasé, il y a une appli qu'on utilisait en Afrique du Sud qui a été écrasée comme ça par WhatsApp. Ça va me revenir. Bon, ça va revenir. C'est Mixit ou Mixit, quelque chose comme ça. C'était le top des applis, en tout cas en Afrique australe, jusqu'au Zimbabwe, on utilisait cette application. C'était comme un réseau social et tout ça. Quand les Facebook et les WhatsApp sont arrivés, ben, ils sont juste allés là-bas. Ils l'ont écrasé. Je crois que le gars a vendu ça. C'est le même gars qui a fait Ubuntu, je crois, qui a fait ce truc-là. Il a vendu ça. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire encore avec ça? Il l'a écrasé. Donc, mais il y a des zones qui ne sont pas encore touchées où vous pouvez vous comporter en maître absolu et peut-être vous faire avaler par les grands ou vous faire avaler intelligemment par les grands. Okay? Parce que nous n'avons pas les moyens de faire face à Microsoft. Hein, pouvoir avoir votre outil, c'est comme je reçois des messages à chaque jour. Moi, j'ai un outil qui fait ceci. Je dis papa ou maman. Quand Excel va arriver là-bas, tu es foutu. Excel, c'est gratuit et Microsoft a fait exprès. Les gens prennent des cracks comme ça et ça passe. C'est là. Mais toi, en soi, tu représenteras quoi face à Excel? C'est ça, ce sont les problèmes qu'on rencontre. Mais du moins, tu peux sur un certain temps te faire vraiment un grand business si tu intègres l'aspect connectivité dans des zones que tu fixes et tu te dis, je vais me faire un nom, je vais implémenter ma solution là-bas, elle doit tourner. Le Congo est vide. Hein, je vais chuter par là. Le Congo est vide. Vous qui restez en ville, vous ne comprenez pas. Nous qui allons dans la brousse, hein, le Congo est tellement vide et il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a rien. Vous arrivez à un endroit, moi j'ai montré un smartphone, un bête smartphone aux gens. Quand ils ont vu ça, j'ai eu à peu près 50 commandes. Ça m'a étonné que les villageois sortent des dollars. 50 commandes, du coup, on me dit, on veut acheter ça. Je dis, pourquoi non? Parce que tu as mis l'Internet ici. Nous, on fait ces téléphones, on n'a pas ces téléphones. Je dis, oh, ok, ok. Voilà, c'est ce que je pourrais donner comme chute en matière de ce que je conçois comme problématique de connectivité en Afrique. Hein. Ce n'est pas seulement au Congo, hein. C'est comme ça partout en Afrique. En Afrique. Ah oui. Ah oui. Merci beaucoup, M. Rudy, pour votre intervention. Personnellement, j'ai beaucoup noté et j'espère aussi que les participants ont également eu à noter. Je vous remercie pour la présence oui, à ce webinaire. Merci, M. Rudy, pour avoir accepté l'invitation. Merci à vous tous pour avoir participé. Vous retrouverez sûrement
euh, une rediffusion de cet échange sur YouTube et tout. Et merci encore pour votre participation. Je finis par là. On va se retrouver le dimanche prochain pour un autre Tolivia Talk, un nouveau thème, et nous allons échanger sur d'autres digitales et à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rudy. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.